Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet événement que nous organisons pour la semaine de la QVCT sur la thématique Comment transformer la culture d'entreprise grâce au sport. Je suis aujourd'hui accompagné de Samuel Durand. Bonjour Samuel. Bonjour Loïs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es réalisateur de 4 documentaires sur le Future of Work et un à venir, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Ça fait 4 ans, bonjour tout le monde, que je fais des documentaires sur ces sujets de transformation du travail. Et puis là, on prépare le cinquième. Et aujourd'hui, on va parler de celui qui est sur plutôt nos levées de motivation, sur l'environnement de travail, qui était le deuxième, qui s'appelle Why Do We Even Work? Yes, donc pour ma part, je suis Loïs chez Urban Sports Club. Donc on est l'avantage salarial sport et bien-être le plus diversifié d'Europe. On est présent dans 7 pays, en France dans 8 villes. Et on accompagne plus de 4000 entreprises sur le continent dans leurs enjeux sport et bien-être à travers un réseau de 11 000 partenaires, donc des salles de sport, des studios de yoga, de boxe, etc. Et qui permettent de faire donc plus de 50 activités sport et bien-être. Et on est aujourd'hui avec Samuel pour vous présenter une étude qu'on a réalisée avec Apigno auprès donc, de 163 décisionnaires RH. On va bien sûr vous présenter ces résultats, les commenter avec Samuel, les analyser. Et on visionnera des extraits qu'on a sélectionnés avec Samuel de son documentaire, comme il vous disait, Why Do We Even Work? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un peu plus sur ce documentaire? Carrément. Alors, c'est un documentaire qui pose cette question, d'abord celle du titre, pourquoi est-ce qu'on travaille? Et puis une question plus implicite qui est pourquoi est-ce qu'on rejoint une organisation plutôt qu'une autre? Et là-dessus, du coup, on a été voir des entreprises qui sont de tailles différentes, qui sont dans des pays différents, dans des secteurs très différents, pour se rendre compte qu'on travaille globalement tous pour la même chose, l'argent. Mais au-delà de l'argent, il y a plein de leviers de motivation. On les a rassemblés dans 3 grandes catégories qu'on détaillera tout à l'heure. Et c'est assez marrant de se dire qu'en fait, une personne qui va être boulangère, un facteur, un directeur marketing, une personne qui va être infirmière, je sais pas moi, plein de jobs très différents, en fait, globalement, on retrouve quand même les mêmes leviers de motivation. Et c'est intéressant de les avoir en tête. Et parfois, c'est pas toujours verbalisé. Et c'est aussi le rôle d'un documentaire comme ça, c'est de pouvoir mettre des mots sur des choses. Ah, en fait, c'est ce que je ressens, mais j'arrivais pas forcément à mettre des mots dessus. Bah là, on a des exemples et des personnes qui nous parlent un petit peu de ça. Donc, c'est un point de départ de conversation. En fait, c'est un documentaire qui est utilisé beaucoup en entreprise et dans les écoles pour être un point de départ de conversation sur comment est-ce qu'on peut nourrir les transformations de l'entreprise sur tous ces sujets de levée de motivation. Super. Donc, hâte de voir ça dans la deuxième partie de cet événement. Et après le visionnage de ces extraits, on répondra à vos questions, à vous qui êtes en live. Donc, pour commencer, je voudrais parler de pourquoi on a réalisé cette étude. Donc, chez Urban Sports Club, on est en contact avec beaucoup de RH, nos clients bien sûr, mais aussi nos prospects, des personnes qu'on rencontre sur des événements. Et donc, on est témoin de leur engagement en fait sur des sujets de QVCT, de bien-être au travail, etc. Même si parfois ils sont noyés dans d'autres priorités, selon la taille des entreprises, selon les ressources des entreprises, leur culture. Et donc, on voulait quantifier cet intérêt que nous, on perçoit avec des données. Et donc, on a réalisé cette étude quantitative avec Apigno, donc auprès de 163 décisionnaires RH. Ça s'est fait au mois d'avril de cette année, avril 2024. Et donc, c'est que, bien sûr, des RH, des personnes qui travaillent sur ces postes dans les entreprises. Donc les postes qui sont les plus représentés, c'est ceux de manager RH et de directeur RH, directeur et directrice RH. Et ensuite, pour continuer un peu sur des démographiques et liens avec leur statut professionnel, donc on a une pyramide d'âge qui est globalement assez concentrée sur le moitié, deuxième tiers de carrière, puisque donc 52% des répondants et des répondantes ont entre 35 et 44 ans. Donc ça, c'est assez en phase avec en fait, le métier dans sa globalité RH, puisque selon un baromètre de culture RH, 79% des RH ont moins de 50 ans. Voilà, donc c'est une profession qui est relativement jeune. Euh,
Et alors, un point sur lequel on a été assez surpris, c'est la grande part d'hommes, 63% d'hommes dans les répondants de l'étude, alors que souvent on a une profession qui est pensée plus féminine. C'est, je pense, en grande partie dû à la forte proportion de postes de direction RH, puisque donc, malgré que ce soit une profession très féminine, on peut faire l'hypothèse qu'il y a quand même un plafond de verre, et du coup, à ces postes de top management, on a un peu plus grande proportion d'hommes. Toujours selon ce même baromètre, c'est 25% des DRH qui sont des hommes. Et donc, sur le profil des entreprises, on est sur entre 50 et 500 employés, donc on s'est concentré sur des ETI. Voilà, entreprises de taille intermédiaire. Toi, c'est des personnes avec qui tu as l'habitude d'échanger, les directions des ressources humaines, les RH, Samuel? Ouais, mes interlocuteurs qui on diffuse généralement les documentaires auprès desquels j'interviens et ceux chez qui je vais voir des bonnes pratiques, souvent ce sont effectivement des RH, des DRH, des office managers parfois, des comités de direction, des directions en fonction de la taille des entreprises aussi. Et effectivement, c'est un public qui s'intéresse de près à l'environnement de travail et forcément au sport. Donc ensuite, première question qu'on leur a posée, c'est sur leur vision personnelle du sport en entreprise, puisque donc ce sont des professionnels, mais évidemment leur avis personnel va avoir un impact en fait sur la façon dont ces sujets vont être portés. Donc globalement, on est sur des gens plutôt convaincus, puisque donc à 62%, ces personnes sont convaincues de la valeur du sport pour les entreprises, mais on garde quand même une marge de progression parce qu'on a 10% qui pensent que c'est pas essentiel, voire que ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle. Voilà, donc cet engagement, il est important et comme je disais, est-ce que toi tu le retrouves, Samuel, cet engagement des RH? Ouais, et c'est marrant, tu vois, sur ces chiffres, sur les 10% qui pensent que c'est pas un sujet de l'entreprise qui mettent de côté. Moi, je fais souvent un sondage sur un autre documentaire sur Time to Work où on s'intéresse à l'équilibre vie pro, vie perso et on pose cette question, est-ce que vous avez envie de faire une franche séparation dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle ou est-ce que vous cherchez plutôt une harmonie où tout se mélange dans une vie en fait et il y a des tâches qui sont plutôt personnelles, plutôt professionnelles, mais ça se mélange d'un point de vue valeur et d'un point de vue logistique dans une même journée aussi. Et donc, le sport, tu vois, rentrerait dans peut-être du sport avec mes collègues dans le cadre du travail, peut-être rentrerait aussi dans le mélange, dans cette harmonie. Et on retrouve à peu près 50-50, tu vois, des gens, et donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit ces mêmes personnes-là qui se disent aussi, c'est pas un sujet, c'est la vie personnelle, chacun fait comme il veut. C'est plutôt enthousiasmant, moi je trouve, de voir que c'est une population qui s'engage pour le bien-être de ses collaborateurs et en se disant que le sport fait partie du bien-être. Bien-être déjà en tant que tel, et puis après, effectivement, cohésion d'équipe, il y a peut-être un intérêt derrière aussi de se dire, en fait, je veux que mes collaborateurs soient créatives, je veux qu'ils soient en pleine forme, qu'ils soient productifs quand ils sont en poste, et donc je leur propose ce type de choses. Donc, je pense que c'est assez enthousiasmant et assez représentatif, moi, des conversations que j'ai aussi avec des RH qui se posent la question, comment est-ce que je peux améliorer l'environnement de travail, et je pense pour lequel le sport est une des réponses. Oui, je pense que parmi les personnes qui pensent que c'est un sujet qui n'a rien à voir avec l'expérience professionnelle ou que c'est un sujet en marge, il y a aussi peut-être des peurs que là, on n'a pas sondé dans cette étude, mais je pense qu'il y a parfois des peurs justement du mélange des genres qui, dans certaines cultures d'entreprise, peut faire peur. Et bon, bien sûr, nous, notre argument, c'est d'essayer de montrer que, en effet, de facto, la vie personnelle et la vie privée et la vie professionnelle ne sont pas antinomiques, et donc on peut lier les deux sans rentrer dans le cliché de la start-up où tout le monde est une grande famille et que, en effet, c'est pas toujours le cas, mais qu'il y a un entre-deux, quoi. Ouais, et puis tu vois, on s'est beaucoup moqué du baby-foot pour dire ouais, mais la start-up en fait, baby-foot, on met un baby-foot, mais c'est pour que les gens restent et bossent. Et en fait, l'idée derrière baby-foot, c'est de proposer un instant convivial. Après, ça a été galvaudé et c'est devenu un cliché ensuite. Mais du coup, le sport, c'est la version un peu cool du truc dont on a vraiment envie, dont on a, alors pas tout le monde, mais dont on a vraiment besoin en tout cas, tout le monde, et dont on peut avoir envie aussi en tant que collaborateur. Et c'est un des avantages qu'on va venir chercher. Une boîte plusieurs choses, qui peut proposer déjà des infrastructures, qui peut proposer des abonnements pour pouvoir avoir accès, mais une boîte qui laisse le temps aussi et qui encourage le fait de le faire, et dire en fait c'est carrément encouragé que le matin avant d'aller bosser, que le midi, que le soir, peut-être même si tu as une activité de télétravail qui fait que tu peux t'organiser un peu comme tu souhaites n'importe quand dans la journée, tu puisses aller faire une séance de sport, quelle qu'il soit. Ça c'est la valeur, et encore mieux si c'est partagé entre collègues,
pas toujours, tu vois, et on en reparlera après du lien qu'on peut entretenir avec ses collègues, mais je trouve ça, enfin, je trouve que c'est une des façons d'aller plus loin que le baby-foot, mais avec quelque chose qui a vraiment du sens en fait. Hmm. Yes, et tu parlais des solutions qui sont mises en place, c'est justement la deuxième question qu'on leur a posée, c'est-à-dire après votre vision personnelle, quelle est la position de votre entreprise par rapport au sport? Alors moi, un premier chiffre qu'on trouve très intéressant, c'est le fait que 30% se disent en train de travailler sur une offre sport et bien-être. Donc c'est hyper encourageant parce que ça veut dire que celles qui ne le font pas encore, elles sont en train d'y travailler. Après, être en train d'y travailler, ça revêt beaucoup de situations différentes. Ça peut vouloir dire parfois peut-être, on imagine que la situation est bloquée, que ce soit en codir ou qu'en gros il n'y a pas encore de consensus sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, mais en tout cas il y a une volonté de le faire. Euh, et on a aussi, le chiffre le plus impressionnant, c'est que la majorité, donc 51%, sponsorise ponctuellement la participation à des événements sportifs, donc des courses, des marathons, etc. Ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve souvent dans la communication des entreprises. Et l'analyse qu'on peut faire, c'est que c'est des événements qui associent non seulement la QVCT, le sport et le bien-être, mais aussi souvent des enjeux de RSE, parce que c'est souvent des courses caritatives, etc. Donc, alors c'est super, et il y a des entreprises qui mettent en place d'autres choses, mais évidemment, nous, notre vision, c'est que le ponctuel, c'est top, ça crée de l'engagement, de l'appartenance, mais pour travailler sur le bien-être des salariés, des collaborateurs, il faut avoir des actions au quotidien, en fait. Ouais, moi je vois ça comme une porte d'entrée. Tu vois, tu peux te dire, Exactement. ok, bah on n'avait rien fait jusqu'à présent. Il y a le marathon qui arrive. C'est juste à la machine à café, tu croises ton ou ta collègue qui te dit, ah en fait je vais le faire. Ah mais tiens, moi aussi, j'ai jamais fait. Bah, Ouais. viens, on va s'entraîner un petit peu ensemble. Et du coup, tu as ce premier événement. En fait, c'était assez chouette de vivre ce moment sportif entre collègues. On aimerait bien le faire plus régulièrement. Et puis c'est là où ensuite tu te dis, bah il faut qu'on mette en place quelque chose de plus sérieux. Et donc moi je vois le ponctuel comme une porte d'entrée Un assez Kickstarter, ouais. facile pour lancer du monde qui peut-être n'était pas intéressé par le sport ou n'en faisait plus parce qu'on avait fait auparavant et va pouvoir s'y remettre, va pouvoir aussi, parce que c'est souvent ça aussi, l'effet d'entraînement. Tu vois, peut-être que dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai envie de faire du sport, mais c'est pas facile de se motiver tout seul quand tu as quelqu'un qui, dans ton job avec qui tu t'entends bien, te motive, t'emmène, te propose de faire des choses. C'est là où peut-être tu vas raccrocher aussi et t'y remettre. C'est ça, et puis le fait d'avoir une date commune à laquelle on va participer ensemble, ça donne de l'entrain, ouais. Ensuite, on leur a demandé dans quelle mesure les salariés étaient satisfaits de l'offre de sport et de bien-être dans leur entreprise. Donc bien sûr, là, les RH sont jugés partis, puisqu'ils et elles mettent en place, et à la fois, là, on leur demande de juger. L'idée, en fait, c'est de comparer dans un second temps cette statistique avec ce que les principaux intéressés ont à dire. Mais là, en effet, on voit une satisfaction reportée. Donc 93% qui disent que les salariés sont satisfaits ou très satisfaits. Alors c'est peu étonnant parce que voilà, comme c'est souvent eux et elles qui mettent ces solutions en place, leur vision va être en quelque part biaisée, mais voilà, à comparer avec d'autres statistiques sur la satisfaction des salariés en eux-mêmes. Et ensuite, on passe sur la question du budget, puisque donc, toutes ces solutions, évidemment, tous ces événements, etc., ont un coût. Qui dit, voilà, offre sport et bien-être, dit budget. Donc, 87% des entreprises qu'on a sondées ont un budget de sport et bien-être compris entre 50 et 300 euros. Donc, c'est une très grande fourchette. Ça va du simple au x6. Et on a seulement 3% des entreprises qui dépassent les 300 euros. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est que même en étant sur cette fourchette très haute, donc avec 300 euros, ça représente seulement 0,7% du salaire annuel brut moyen en France. On a pris les chiffres de l'INSEE, 39 800 euros. Donc les entreprises investissent, mais quand elles le font, c'est vraiment en marge sur les sujets en comparaison avec la masse salariale. Donc ça reste vraiment un à côté, c'est pas encore le cœur de leur stratégie d'expérience collaborateur, quoi. Ouais, je trouve que c'est assez timide pour le coup là-dessus. Moi, j'ai visité des boîtes qui avaient des budgets un peu plus conséquents, tu vois, qui étaient plutôt du 100 euros par mois. Et encore, mais il y en a qui vont un peu plus loin, qui sont en mode. Alors là, on parle de start-up, scale-up, hein, mais qui sont 100 euros par mois dédiés au sport, qui est différent du 100 euros par mois dédié au bien-être, où là, on est plutôt sur les activités qui vont être du massage, tu vois, ou tous les sujets de santé mentale, en tout cas du bien-être qui est vraiment séparé du sport, plus 100 euros pour des dépenses du domicile
pour créer un bon environnement de travail. Parce que quand si tu veux, du télétravail, typiquement, donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être t'acheter un nouveau truc de mobilier, ça va être peut-être avoir des fleurs, avoir des fruits de saison, tu vois, qui arrivent chez toi. Et ça, c'est séparé. Donc tu vas avoir 300 euros qui en fait sont dans ce bundle bien-être dans lequel tu as le sport, vraiment le bien-être en tant que tel, et l'aménagement maison. Et ça, je trouve ça hyper généreux. Alors on peut aller jusque-là, hein, c'est beaucoup. Mais déjà, tu vois, d'avoir ce référentiel, de se dire on peut aller un peu plus loin. 100 euros par mois, ça me paraît être un bon chiffre. Alors c'est certes un budget, mais c'est un vrai avantage pour le coup, et du coup un levier d'engagement qui sera apprécié. Oui, parce que là, pour rappel, on est bien sur des chiffres annuels. Alors, nous aussi, on s'est concentré sur des entreprises entre 50 et 500. Là, les entreprises dont tu parles, c'est des beaucoup plus grandes entreprises. C'est aussi pour ça qu'on s'est concentré sur ces plus petites entreprises, parce qu'on sait que, généralement, elles se sentent moins concernées par ces sujets, ou elles pensent avoir moins de billes, en fait, à proposer sur ces sujets. Et nous, bien sûr, notre solution, elle est faite pour que le sport et le bien-être puissent être accessibles à toutes les tailles d'entreprise, avec même des budgets de quelques dizaines d'euros par mois, par salarié. Voilà. Ensuite, on leur a demandé quelles sont les parties prenantes dans la prise de décision, liée au sport et au bien-être. Première surprise, c'est qu'au final, le CSE n'est présent que dans 9% des échanges. Nous, notre expérience chez Urban Sports Club, c'est que souvent, la solution est cofinancée par le CSE et par l'entreprise via un budget RH, parfois seulement par le CSE. On voit aussi que les acteurs sont vraiment multiples. Il y a des entreprises où ça va être un RH généraliste, et des entreprises, on a des personnes dédiées à l'expérience collaborateur et à la RSE. Donc ça, j'imagine que ça va être plutôt dans les entreprises du haut de notre fourchette en termes de nombre d'employés, pour avoir quelqu'un dédié à l'expérience collaborateur ou à la RSE. Toi, les entreprises dans lesquelles tu interviens, Samuel, tu es en contact avec des personnes qui sont dédiées à ces sujets-là en général? Ça va dépendre vraiment des sujets sur lesquels j'interviens, mais quand on parle d'environnement de travail, il y a des personnes qui sont dédiées à l'environnement de travail au sens large de l'entreprise. Et souvent, c'est une personne, si l'entreprise est plus petite, sur les tailles d'entreprise dont on parle aujourd'hui, c'est peut-être une personne qui est au sein de la direction des ressources humaines, mais qui va s'occuper de ça, mais d'autres sujets aussi, pas uniquement. Ouais, c'est une petite spécialisation en plus de toutes les autres tâches. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que l'engagement des RH en fait, est noyé dans plein d'autres priorités, parce que la fonction RH, c'est une fonction qui a des tâches très administratives, mais très essentielles, gestion de la paie, etc., qui sont non négociables, et des sujets beaucoup plus haut dans la entre guillemets pyramide de Maslow des RH, quoi. Ouais, en fait, il y a les must-have et puis les nice-to-have. Et puis clairement, le sport, on n'est pas dans un must-have. Mais pour l'instant, peut-être que ça viendra à l'avenir. Et puis après, il y a aussi un sujet, je pense, qui est que ça dépend. Tu vois, autant les contraintes légales, le fait de payer le salaire à la fin du mois, c'est obligatoire. Tu vois, tous les RH vont le faire, qu'ils aient de l'appétence pour le fait de payer le salaire ou pas. En revanche, je pense que le sport, ça va aussi dépendre de la sensibilité personnelle de la personne. Et si on a quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, qui est à ce poste-là, qui, dans sa vie personnelle, en fait, fait du sport tout le temps, a compris les bien-être, entouré de personnes qui font du sport, va pousser naturellement, et ce sera beaucoup plus simple de le mettre en place. Quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et donc, c'est là où ça dépend de la sensibilité de quelqu'un sur tous les nice to have en entreprise vont dépendre un petit peu de qui est la personne concrètement qui est à la tête de ça. D'où l'importance aussi de pas seulement pour une Urban Sports Club proposer l'abonnement, mais avoir ce rôle aussi d'évangéliser et de dire voilà, on vous apporte aussi de la matière sur les bienfaits du sport, sur ce que ça peut apporter pour vos collaborateurs en termes de productivité, de créativité et d'engagement. Yes, ça dépend de leur avis à eux et à elles, au RH, mais aussi bien sûr de leur direction et de leurs autres interlocuteurs, parce qu'ils ne sont pas seuls dans la prise de décision. C'est aussi pour ça que nous, on s'adresse souvent aux CEO, parce que bien sûr, on s'adresse aussi à eux sur des sujets de santé mentale, parce qu'on sait que les dirigeants, souvent, c'est ceux qui subissent le plus de pression. Donc, ces sujets-là, ils les connaissent, et on parle très souvent des sujets d'expérience collaborateur et de santé physique et mentale des collaborateurs. Et nous, on s'adresse aussi au top management, de leur dire que c'est des sujets en fait, pour lesquels ils doivent être champions en fait, au sein des entreprises, parce que ça crée plus d'adhésion, et ça montre que moi aussi, en tant que dirigeant, je prends soin de ma santé physique et mentale, et ça donne l'exemple de dire ah ouais, même le boss, même le patron, même la DRH, même la directrice de la comptabilité, elle va faire du sport avec nous, ou elle prend son temps, elle part un peu plus tôt un jour pour aller faire du sport, et ça c'est hyper important en termes de vision. Clairement, il faut que ce soit incarné, le côté rôle modèle il est essentiel, sinon ça ne fonctionne pas pour le sport ou pour n'importe quoi d'entreprise, et si c'est pas incarné, ça ne prend pas. Yes.
Ensuite, on leur a demandé d'évaluer la réussite des actions prises liées au sport et au bien-être, comment ils évaluaient en fait. Donc là, best practice qui est plutôt assez suivie, puisqu'on a seulement 12% des personnes qui n'évaluent pas la réussite et 63% qui évaluent de manière formelle, donc c'est-à-dire avec une enquête. Alors bien sûr, là, c'est du déclaratif, mais quand même, on est sur une statistique qui est très haute, un chiffre assez haut. Et cette étape-là, en fait, du processus, elle est hyper importante parce que c'est quand même un investissement, mais un investissement qui peut être vécu comme un coût par les dirigeants de l'entreprise. Et donc, on doit pouvoir prouver, entre guillemets, autant que possible, le retour sur investissement. Sur le retour sur investissement en termes d'absentéisme réduit, en termes de bien-être, etc. On va voir après les avantages que les RH mettent en avant de ces solutions, mais tout ça, on doit les prouver. Et donc, bien sûr, le fait de faire une étude, une enquête, c'est une des solutions pour le faire. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que depuis 3-4 ans, depuis Covid, en fait, on demande au RH d'avoir une fonction, enfin, d'assumer un rôle plus stratégique que support. Et donc ça prend plein de formes. Les RH savaient déjà qu'ils avaient une fonction stratégique, c'est juste que l'entreprise ne la reconnaissait pas comme telle et c'était plutôt vu comme une fonction support. En revanche, du coup, ce qui se passe, c'est ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de mettre des chiffres en face des actions qui sont mises en place, d'avoir une forme de ROI Ouais. qui peut être formulée. Et ça, c'est du coup le fait de traquer, c'est la première chose à faire pour pouvoir proposer ensuite une vision globale sur les ROI. Mais du coup, si elles ont cette casquette, les RH, moins de fonctions support, elles ont aussi plus de responsabilités. Tu disais, maintenant, elles doivent prouver le ROI de leurs actions. Ouais. Donc, c'est un peu à double tranchant, en fait. Absolument. Euh, les dernières questions qu'on leur a posées, c'est dans quelle mesure considérez-vous que communiquer sur l'offre sport et bien-être proposée par l'entreprise pourra avoir un impact sur les sujets suivants? Et on leur a proposé 5 sujets. Alors, ce qu'on voit d'abord, c'est que les RH estiment des impacts très positifs de la communication, puisque aucune des dimensions n'a d'impact négatif. Hein, c'était proposé, hein, mais bon. Après, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en avoir, mais quand même, on ne sait jamais. On a bien eu quelques personnes qui nous disaient que ça n'avait rien à voir avec le travail. Et donc, les sujets sur lesquels il y a le plus d'impact selon les RH, ça va être la santé et le bien-être général des collaborateurs, suivi de la culture d'entreprise, puisque dans les deux cas, il y a seulement 7% des répondants qui pensent que ça n'a pas d'impact. Et là où on a l'impact le plus fort reporté, c'est sur la santé et le bien-être général des collaborateurs, avec 47% qui pensent que cet impact, il est positif, fort. Voilà. Donc, c'est très intéressant parce que c'est celui, au final, qui concerne, entre guillemets, le moins les entreprises, parce que les autres, la productivité, la rétention, la marque employeur, la culture d'entreprise, ça, c'est des sujets qui préoccupent vraiment l'entreprise dans ses KPI. La santé, bien sûr, ça les préoccupe, mais indirectement, et pourtant, c'est là qu'elles évaluent l'impact le plus positif. Ouais. Ouais, bon, effectivement, la marque employeur, pour moi, c'est pas un sujet. Ça a pas, je trouve que, et même moi, j'aurais même mis beaucoup plus sur pas d'impact, en fait. On rejoint pas une entreprise parce qu'elle propose de faire du sport. En revanche, on peut y rester un peu plus parce qu'elle propose de faire du sport. On se sent productif, la culture et puis la santé. Mais du coup, c'est chouette et ça a la valeur, en fait, de se dire qu'on voit que c'est surtout la santé qui joue. Ouais. Après, ça, encore une fois, c'est du déclaratif, donc ce serait hyper intéressant de voir de l'autre côté, on le fera peut-être dans un second temps, ce que les salariés, eux, disent. Donc voilà, dans cette étude, ce qu'on retient, c'est que la plupart des dictionnaires RH en fait, sont convaincus de ces sujets, ils ont un avis fort et engagé, mais ce n'est pas encore un sujet majeur pour la plupart des entreprises dans leur politique RH. Évidemment, c'est lié à des contraintes budgétaires, mais aussi, je pense, de ne pas savoir quoi faire en fait, et de manque de temps. Et c'est là que nous, en fait, on veut se positionner comme un outil qui facilite la mise à disposition du sport et du bien-être via un abonnement qui est partagé par tout le monde et qui centralise en fait tous ces sujets. Et on a vu aussi que le sujet il est porté par les RH, mais aussi par plein d'autres fonctions. Donc l'évangélisation, elle doit se faire en effet auprès des RH, mais aussi auprès des autres postes. Voilà. Et puis en piste d'exploration pour la suite, on pourrait se demander parce qu'on a vu que 30%
était en train de travailler sur un sujet, mais du coup, combien ça prend de temps de choisir une action, donc quelle est la durée en fait entre le début, ok, on va bosser sur ce sujet et quand on propose au final une solution, et aussi le budget dont on nous a parlé, à quoi il est alloué, quel est le split entre les différentes outils et solutions. Et également, on pourrait se demander les modalités, qu'est-ce que les entreprises mettent en place en priorité, et l'évaluation de la satisfaction de mes côtés collaborateurs cette fois-ci. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses qui te semblent être intéressantes sur lesquelles s'intéresser en lien avec ces chiffres, Moi, je Samuel. pense qu'effectivement, ce qui est chouette, c'est de corréler ces chiffres avec le côté collaborateur. C'est les personnes qui font le sport, comment est-ce qu'elles l'ont vécu, Ouais. et de voir si ça fonctionne. Moi, je pense que ça sera à peu près la même chose. Quand je parle avec les collaborateurs, ils sont toujours ultra satisfaits de ce genre de proposition par l'entreprise. Je pense que ce serait corrélé, mais il faut le vérifier. C'est ça. Alors, il y a des études qui existent, mais en effet, je pense que dans un second temps, on s'intéressera à ces sujets et on les mettra en corrélation avec cela. Donc, on a vu les résultats de cette étude. Maintenant, on va passer au visionnage des extraits du documentaire. Donc, tu disais, c'est ton deuxième documentaire, Why Do We Even Work? C'est ça. Donc moi, ça fait 4-5 ans maintenant que j'explore les transformations du travail. J'ai démarré en réalisant une Learning Expedition. Je suis parti à la rencontre de pionniers qui avaient des pratiques innovantes en matière de management, d'organisation, d'outils, de façon d'envisager le travail pour récupérer toutes leurs bonnes pratiques qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail. Et en rentrant de cette Learning Expedition, j'ai fait un rapport d'études. J'ai écrit 250 pages de PDF pour raconter tout ce que j'avais appris. Et en l'écrivant, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le bon format, qu'il fallait travailler sur des choses beaucoup plus ludiques. Et donc, des films. Il y en a 4. Le dernier, I at Work, Who Runs the Office, qui est sorti là tout dernièrement. Des bandes dessinées, effectivement, que vous pouvez retrouver. Alors, c'est l'adaptation des documentaires en BD, mais avec un côté un peu fiction aussi. Hein. C'est pas la même chose. Si vous avez vu les documentaires, vous pouvez lire les BD. L'idée, c'est de créer un pont aussi de conversation entre les jeunes et les adultes, et avoir une façon de lancer des conversations avec des personnes qui ont des 12-13 ans, en fait. Hein. Et avec, Ah oui, donc les BD, elles s'adressent à des gens qui ne sont pas encore dans le monde du travail. Exactement. Alors, on peut les lire aussi quand on est adulte, hein, bien sûr, ça fonctionne bien. Elles sont pensées pour être. Tu vois, c'est comme quand tu lis Astérix. Quand tu lis Astérix à 10 ans, c'est pas la même chose quand tu le relis ensuite à 30 ans. Tu comprends pas les mêmes choses. Mais en fait, c'est vraiment pensé pour apporter du débat entre du coup, une génération qui se pose des questions, qui est à l'école et qui sait pas trop ce qu'elle a envie de faire, sur les leviers de motivation déjà, et des adultes qui savent pas trop comment parler de travail avec des enfants parfois. Donc voilà, c'est ces sujets-là, une expo photo, des événements, et l'idée c'est en fait de trouver des formats ludiques pour raconter ces sujets un peu sérieux de transformation du travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde du coup quelques extraits, on a choisi 3 ou 4 de ce documentaire, et puis qu'on en parle tous ensemble après, évidemment. Pour ça, avant, je vous propose de vous connecter. Ça va vous permettre de répondre. Alors, soit vous flashez le QR code, soit vous allez sur menti.com et vous entrez le code qui s'affiche. On vous laisse quelques secondes. Et ça va vous permettre du coup de réagir aux différents sujets qu'on va aborder dans les extraits. Et on va voir les réponses en live, hein, c'est ça? Exactement. On va pouvoir regarder tout ça. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est des personnes qui veulent se connecter. Si jamais vous nous perdez le fil dans la présentation, en haut de l'écran restera tout le temps affiché le menti.com et le petit code pour nous rejoindre. Je pense que la plupart d'entre vous sont connectés aujourd'hui. Alors, la première question que je vous pose, et c'est une question que je te pose aussi, hein, Loïs, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le terme futur du travail? Souvent, on parle de sujets avec beaucoup d'innovation. Voilà, on a eu les 35 heures il y a très longtemps. Maintenant, on commence à parler de la semaine de 4 jours, de sujets comme ça. Évidemment, nous, chez Urban Source Club, on essaie de s'inscrire aussi dans cette thématique du futur du travail, mais j'ai l'impression et l'appréhension que beaucoup d'entreprises aient l'impression qu'elles ne sont pas incluses, entre guillemets, dans ce futur, soit parce qu'elles ne savent pas comment faire ou parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas dans la bonne industrie, etc. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que... ah super, on a commencé à avoir les réponses.
Mais oui, je pense que ça fait peur à certains employeurs, en fait, le futur du travail. Ouais, et puis surtout, on parle de futur du travail, mais c'est déjà le présent en fait pour certaines boîtes. C'est juste que la plupart des boîtes ne sont pas nécessairement passées sur ce sujet. Et du coup, on en parle quand même dans le futur. Le télétravail, tu vois, en 2015, c'était le futur of work. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que tous ceux qui pouvaient le faire l'ont testé. Et donc, il faut dire que le futur, c'est déjà le présent pour certaines boîtes, mais on en parle comme étant au futur jusqu'à ce que ce soit généralisé pour la plupart des personnes. Je vous propose, effectivement, il y a une partie du futur qu'on retrouve dans ce réinventer, équilibre, changement différent. Il y a homme-machine hybride. C'est celui qu'on va aborder aussi. On regarde ce petit extrait, Why Do We Even Work, et puis on en parle là dans 1 minute 30. So why do we even work? We work to eat and to live. Seriously, is that all? Am I just working for money? I want to have fun. I want to spend my days with people I love and I care about. I want to feel useful. But is it even possible within companies? Money itself is not a purpose. It is the increasing expectation employees have. They want more out of their work life than simply a paycheck. When you connect with a company that you feel passionate about and that you're doing the right thing, it doesn't feel like work. Ce qui compte, c'est des rapports humains de qualité qui soient authentiques et pas l'espèce de bullshit entrepreneurial fake. Great work environment today for a lot of jobs is flexibility. Dozens of employees moved from, let's say, Paris to the countryside. It just brings together everything that I like to do in my personal time. The values of craftsmanship can be compatible with being somebody's employee. Everyone, I think, has creativity in them. Some people don't maybe admit it. When companies were created initially, it was for a mission. But it also isn't incompatible at all with growing a strong, vibrant, profitable company. Je pense que oui, ça va passer à un moment donné par la réponse à cette question en quoi l'entreprise elle est profondément utile au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Et si on n'est pas en capacité de répondre à cette question, probablement qu'on va mourir en tant qu'entreprise. Alors, ce qu'on a vu, c'était la bande-annonce de ce documentaire Why Do We Even Work ? Et la question, moi, que j'ai envie de poser, c'est si vous deviez garder qu'un seul levier de motivation, lequel ce serait ? Parce qu'on en a identifié 3. L'environnement de travail, dans lequel il y a plein de choses. Il y a le lien social, il y a les avantages, la flexibilité, et parfois les avantages inhérents qui sont liés au secteur, à l'entreprise dans laquelle on travaille. Il y a la tâche en elle-même. C'est ce qu'on fait et c'est la façon dont on le fait. Est-ce que j'apprends ? Est-ce que je me sens autonome, créative, responsable ? Est-ce que je monte en compétences ? Et puis, il y a la mission, c'est le fait de se sentir utile, c'est le fait de contribuer à un projet qui est plus grand que soi, c'est tout ça. Toi, à choisir, aujourd'hui, lequel tu garderais si tu pouvais en garder qu'un seul ? Moi, je pense que ce qui a le plus d'impact, c'est la mission. Mais je pense que c'est aussi pas toujours celle qui est la plus facile à mettre en place pour les entreprises. Parce que il y a des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur des produits où en fait la mission peut-être ne correspond pas aux attentes de la société, etc. Et on ne peut pas exclure ces entreprises du monde du travail, du future of work. Donc en attendant, je pense que c'est sur l'environnement de travail qu'elles peuvent le plus facilement en fait travailler. Ouais, et puis je pense qu'il faut garder en tête que ça évolue aussi, que c'est pas figé dans une vie. À un moment donné, on va privilégier plus l'un que l'autre, et puis ça va évoluer. Mais c'est intéressant de l'avoir en tête parce que tout le monde ne va pas être enthousiasmé par les mêmes choses, et quand on va se sentir ultra mobilisé, enthousiasmé par un sujet, peut-être que d'autres collègues ne vont pas l'être de la même façon pour la même chose, et c'est intéressant de l'avoir en tête pour se dire quels sont les leviers de motivation de mon équipe, les personnes avec lesquelles j'interagis, pour pouvoir aussi accentuer ces leviers-là, placer le curseur au bon endroit et faire en sorte qu'elles trouvent des réponses sur les leviers qui les intéressent au quotidien aussi. Donc ça, je pense que c'est une des façons de le faire. Et puis avant qu'on regarde les autres extraits, qu'on creuse un petit peu ces leviers de motivation, on parle de travail, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que la définition du travail. La question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce que c'est une activité rémunérée ? Est-ce que c'est une activité de production ? Est-ce que c'est un effort ? Est-ce que c'est une dépense d'énergie dans un but précis ? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Louis ? Moi, j'aime bien la dernière, une dépense d'énergie dans un but précis, parce que ça met en valeur le fait que quand on travaille, on donne à son travail en fait le principal de l'énergie de création qu'on a, parce que certes, on peut continuer à travailler sur des projets annexes le soir, le week-end, etc.
mais on ne pourra pas y mettre le même temps, la même énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir qu'est-ce qu'on fait au travail, parce qu'en fait, cette énergie-là, c'est la nôtre. Et donc choisir à qui on la donne, c'est vraiment un sujet hyper important, quoi. Ouais, et puis donc cette définition, elle n'est pas de moi, elle est de l'anthropologue James Sussman qui est dans le documentaire suivant, Time to Work. Et pour le coup, James, en fait, ce qui est chouette, c'est que donc il définit le travail de cette façon-là, dépense d'énergie dans un but précis. Et je l'aime bien parce qu'elle est universelle. En fait, elle fonctionne, peu importe le job qu'on fait. Qu'on soit prof de sport, qu'on soit boulanger, qu'on soit chasseur-cueilleur, qu'on soit trader. En fait, ça fonctionne. C'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et puis, j'aime bien aussi parce qu'elle prend en compte tout le travail gratuit qu'on fait. Ce qui parfois est du bénévolat, ce qui parfois est juste du bon sens. En fait, effectivement, c'est du travail, mais c'est pas reconnu forcément comme tel, c'est pas un emploi, mais c'est du travail. Et puis, on sait tous dans notre vie personnelle, on fait des corvées, on se dit j'ai pas envie de le faire, je vais bien être payé pour faire ça. Et à contrario, parfois on fait des trucs dans notre job qui sont géniaux et on se dit mais c'est dingue, je passe un super bon moment et en plus je suis payé, quoi, c'est trop cool. Et donc là, on abolit cette frontière et on a quelque chose de plus enthousiasmant aussi que le travail est vu comme un fardeau dont il faudrait se débarrasser rapidement. Non, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Dans ma journée, je fais plein d'activités qui me demandent de l'énergie. Il y en a, c'est du personnel, d'autres c'est professionnel. Tout ça se mélange assez bien et je trouve que c'est assez enthousiasmant comme vision qu'ils nous proposent. Donc le premier levier de motivation, je vous disais, c'était la culture d'entreprise et l'environnement de travail. Je propose qu'on regarde un premier extrait où on va voyager chez Ben & Jerry's, où on va parler de culture d'entreprise avec Natalia. There's something really nice about being an employee is that usually you have colleagues and you're surrounded by people, and sometimes they can even replace your family. And this sense of belonging that you get by working with others, whether they are your colleagues or not, by the way, is something that provides a lot of satisfaction at work. And those little signs, the little cues that you get from others, whether it's just, hi, how are you, and see you tomorrow, this little see you tomorrow, that's something that's much more important than we think it is, because it says you have a future with the group. Dans un monde en déconstruction et en réinvention, tu t'engages d'abord et avant tout pour les autres, pour cette famille que tu n'as pas choisie, qu'est l'entreprise, et que donc tu veux pouvoir y créer des liens les plus authentiques, les plus vrais possibles. Et donc, il n'y a plus vraiment de frontières à partir du moment où les gens avec qui tu bosses peuvent devenir des amis et qu'en réalité, c'est ça que tu vas chercher. We believe in having fun at work, right? It's part of the Ben & Jerry's ethos. When the guys were in business the first year from 1978 to 1979, they said, we have to come up with a slogan so people understand what our business is. And at that time, they had the belief of being a better company. So Ben's his quote was, business has a responsibility to give back to the community. Jerry's quote was, if it's not fun, why do it? Oh yeah, if it's not fun, why do it? It's like a mantra here. Like if you truly are not having fun with what you're doing, like there is no point for you to be doing it. And like if you get the chance to talk to other people, you will see that rings true. Right, even with our name titles, like we're saying, our title at work, you could have a regular boring business title, but the idea when you meet with people and you say, I'm from Ben & Jerry's, here's my title, they're always going, man, Ben & Jerry's, you guys know how to have a good time. Ouais, effectivement, donc ça fonctionne bien chez nos amis de Ben & Jerry's, ils ont une sacrée culture du travail. Je voulais vous proposer juste un deuxième extrait plus court, 2 petites séquences qu'on a collées qui fonctionnent bien aussi, toujours sur la culture d'entreprise, et puis on en parle juste après tout ça. A nice website, good salary, good benefits, and a clear mission can help to bring people in. But what really makes people want to stay is the experience they have once they're in the company. I've spent more than 20 years working in manufacturing industry, so I've seen how it creates long-term relationships, friendships and bonds between employees. I think some of that is because we are so beholden to the process. The manufacturing process is so important, and when you get technical hiccups or difficulties, it's really important that everybody comes together to solve those issues as quickly as we can so that we can keep making our products and keep supplying our customers. Le taf, c'est l'activité qui nous prend le plus de temps à l'échelle d'une vie. Donc il est impérieux que ça soit pas pauvre, totalement inutile. Et ne serait-ce que dans les interactions humaines et les liens sociaux de qualité qu'on va avoir dans une équipe, ça donne du sens à la vie, ça donne du relief à l'existence.
Alors du coup, on avait 2 petits extraits qui nous parlent de l'environnement de travail. Ce que dit Natalia, c'est qu'elle se sent elle-même en fait. C'est qu'elle peut être réellement elle-même. Elle n'a pas besoin de porter un masque. Alors chez Ben & Jerry's, je pense que c'est la forme la plus poussée de l'amitié au travail. On a un peu l'impression que c'est Blanche-Neige et les 7 nains et qui rentrent du travail en sifflotant. Ils sont ultra heureux et ça se ressentait vraiment pour le coup. Mais la question en fait qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux réellement être moi-même au travail, réellement, alors être ami c'est encore autre chose, mais déjà venir en n'ayant pas l'impression de jouer un rôle, de ne pas porter un masque, de faire semblant d'être une autre personne, peut-être parfois plus sérieuse que je ne le suis réellement dans la vraie vie. C'est quoi ton avis là-dessus ? Je pense que ça doit être l'objectif, mais c'est très très difficile. En fait, je pense qu'on joue. Enfin, du coup, là, ça devient un sujet philosophique, mais on joue un rôle tout le temps, même avec nos amis, mais avec notre famille, on joue un rôle. Donc, en fait, quel que soit ce que les entreprises mettent en place, ça peut faciliter le fait d'être soi-même au travail, mais c'est un sujet qui dépasse en fait le monde du travail et qui va en fait dans qui on se sent être soi-même. Tout le monde ne sait pas qui il est, donc parfois le travail peut, je pense, permettre de forger une identité justement quand il se fait dans un cadre comme ça, quoi. Ouais, et chez Ben & Jerry's, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que pour le coup, donc, ils ont vraiment cette culture qui est ultra inclusive, où tout le monde se sent ultra à l'aise pour être soi-même, qui qu'on soit. Et puis après, ils ont créé, c'est pas le tout de mettre des gens sympas dans une même pièce, c'est pas pour ça qu'ils vont bien s'entendre entre eux naturellement et aussi créer du lien. Et donc ils ont des moments qui sont un peu forts. Dans le documentaire, ils parlent notamment de la livraison des myrtilles, parce qu'ils faisaient une glace avec des myrtilles. Et en fait, à une époque, là ils ont trouvé un autre système, mais à une époque, le camion de myrtilles arrivait une fois par semaine et il fallait rapidement mettre les myrtilles dans les frigos et puis ensuite passer à autre chose. Sauf que les personnes qui travaillaient dans l'usine n'étaient pas suffisamment nombreuses pour le faire, et donc ils faisaient appel à toutes les personnes qui travaillaient aussi dans les bureaux, en marketing, au legal, je sais pas, à la finance, sur d'autres sujets, à venir à aider à décharger les myrtilles, sans se tâcher évidemment. Et c'était un moment qui était ultra convivial parce que on se recentrait sur les objectifs de l'entreprise, faire des glaces, et quand on est un peu éloigné du produit, ça a du sens. On se recentrait aussi sur, c'était un moment où il n'y avait plus de hiérarchie. On a aboli un peu tous les départements qu'il peut y avoir dans l'entreprise, tout ce qui scinde. Et puis là, on est tous ensemble, même objectif, décharger les myrtilles et passer un bon moment. Et ça, je crois que ça a du sens. Alors, dans votre job, vous n'avez peut-être pas l'opportunité de décharger des myrtilles au quotidien. En revanche, le sport, ça peut être ce genre de moment, tu vois, la convivialité qu'on va retrouver avant la journée, après la journée, à midi, entre une pause, l'après-midi, pourquoi pas, ça dépend ce qu'on fait. Cette flexibilité-là, c'est ce type de moment dans lesquels, en fait, on se retrouve juste entre nous, un objectif qui va être très décalé, qui n'est pas vraiment sur la to-do de la journée, mais qui en revanche permet de créer du lien. Oui, je pense que ça crée de l'empathie en fait. Donc là, des personnes qui travaillent par exemple peut-être dans les bureaux vont se rendre compte de ce que c'est, même si c'est quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, quelques heures, du métier de leurs collègues qui ont un travail très différent. Et le sport, ça a un rôle assez similaire mais d'une manière différente, où c'est juste qu'on va sortir des tâches, comme tu disais, de la to-do de la journée, et on va faire quelque chose ensemble, mais au-delà du travail. Et en effet, ça crée des occasions de socialisation où c'est peut-être plus simple d'être soi-même, justement. Et du coup, ensuite, quand on revient dans un cadre purement professionnel au bureau, on a plus de facilité à rester soi-même parce qu'on a déjà vécu ça avec nos collègues, en fait. Absolument. Et ce que tu dis là me fait penser à, du coup, dans le documentaire, on a Saint-Gobain qui apparaît. Et puis, il y a Louise, que vous avez vu brièvement de Saint-Gobain, qui explique qu'en fait, que on est sur les lignes de production, dans une usine qui fabrique du verre. Donc, il y a des contraintes qui sont fortes en termes de chaleur, en termes de bruit. Tu ne peux pas communiquer dans l'usine de la même façon qu'on le ferait nous dans une pièce pour des cols blancs. Et puis, tu as des enjeux de sécurité qui sont très forts, en fait, parce que tu as des grosses machines, il fait très chaud, c'est dangereux. Donc, il faut faire super attention et parfois, il faut être ultra réactif. Et ce qu'elle explique, c'est qu'il y a des moments dans la journée qui sont des moments de sociabilisation, qui sont prévus et qui sont rémunérés. Et elle, en tant que DRH, elle dit, en fait, c'est essentiel que les gens qui viennent travailler sur les lignes de production soient à des moments de la journée juste entre eux, en train de se raconter ce qu'ils ont fait le week-end, ce qu'ils ont prévu pour les vacances, de se raconter leur vie, en fait, juste pour créer du lien. Parce que le jour où il y a un problème et il y a un enjeu de sécurité fort et il faut le résoudre très rapidement, en fait, les gens seront beaucoup plus à même de le régler vite et de travailler en collaborant s'ils se connaissent, s'ils se font confiance, s'ils ont eu le temps de créer ces liens. Que si jamais ils se découvrent pour la première fois et oui, en fait, je te vois, mais en fait, je t'ai jamais parlé, ça fait 3 ans qu'on se croise sans se dire bonjour, quoi. Donc ça a de la valeur et je pense que le sport, c'est une des façons, en tout cas, de recréer ces moments-là aussi, dans lesquels on peut se croiser en dehors des sujets du quotidien.
propose qu'on regarde du coup un autre extrait qui est sur le deuxième levier de motivation, genre la tâche en elle-même. Il dure 1 minute, on parle d'autonomie et puis on en parle ensemble juste après. First time I got here, I asked, so what's my job description, what am I supposed to do? And the thing they asked me is, what do you want to do? So I just started seeing what everybody else was doing, and I started giving inputs on my first day on how, well, maybe we can change this, or maybe we can try and change that. On the first day I got here. Here I have ownership of everything I do. If I decide to do something, well, it was me who decided to do it, or it was like a group decision, a team decision, and it was very democratic. Everybody voted, let's do it like that. Mm-hmm. And you feel like you have ownership of the process, and that ownership makes me feel like that this company belongs to me too. The reason why many people stay here is because of the culture, definitely. That's the main reason why I'm here. You could offer me double of the salary, and I don't see myself moving. Alors ce deuxième levier de motivation, c'est la tâche en elle-même, mais plus que la tâche, c'est la façon dont on effectue cette tâche-là. Et il y a une thèse que j'aime beaucoup dans ce documentaire, qui est celle de Laetitia Vito, qui explique que pour retrouver du sens, il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat. Elle en identifie 3. Elle explique que c'est notamment l'autonomie, la créativité, la responsabilité. Et puis c'est aussi le fait d'accorder autant d'importance au processus en tant que tel et pas uniquement au résultat. Parce que dans des journées où on passe notre temps à courir, à faire 1 milliard de choses et à penser du coup à ce qu'on va faire après, ça a de la valeur de juste être dans l'instant présent et se dire en fait qu'est-ce que je fais là maintenant, d'être concentré. Et sur des tâches très bêtes, parfois juste envoyer un email. Tu vois, quand tu es en fin de journée, 18h, tu veux envoyer un max d'email, répondre à tes trucs et puis passer à la suite parce que tu penses à ta soirée, ce que tu vas faire. Mais il y a un truc qui a de la valeur, c'est de se dire en fait, j'envoie un email, je pense à la personne à qui je vais l'écrire, ce qu'elle va ressentir quand elle va le lire en fait. Alors, pas forcément pour tous les emails, parce que parfois on cale juste des dates, tu vois, et on va avancer vite, mais quand tu as vraiment un email sur un sujet un peu important, c'est intéressant de se projeter dans qu'est-ce que je veux qu'elle ressente. Ça peut prendre plus de temps de l'écrire, en revanche, on mettra un soin un peu différent à le formuler. Et ça a de la valeur, et la personne qui va le lire va le ressentir. Et ça, c'est l'instant présent, et c'est ce qui fait qu'on a plus de plaisir aussi à traiter ces emails plutôt que juste, c'est une corvée, encore, c'est la pile du truc, quoi. Et donc ça, je pense qu'on peut le piquer. Et donc dans le documentaire, on a été d'abord filmé avec un artisan qui fait des skis en bois à Chamonix. Et ensuite, on s'est dit, ça c'est évident, effectivement, il est autonome, il est créatif, il est responsable, et tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut retrouver ces valeurs-là dans tous les métiers ? Et pour le coup, effectivement, donc là, on était au Portugal, dans une boîte qui fait du développement web, et ils expliquent qu'ils se considèrent comme des artisans. Chez Saint-Gobain aussi, il y avait une forme d'artisanat. Et en gros, on peut avoir ces valeurs d'artisanat, autonomie, créativité, responsabilité dans tous les métiers. Et la question que j'avais envie de vous poser, et je te pose, Loïs, c'est est-ce que tu serais en mesure de donner de l'autonomie à un nouvel employé, ou toi, si tu prenais un job, tu vas te dire, dans un cadre prédéfini, tu n'as pas une to-do, on te demande de toi-même créer cette to-do-là. C'est ce qui se passe chez Mindira, pour le coup. Oui, ça me semble être méta, en fait. C'est-à-dire que pour la plupart des gens dans le monde du travail, ça semble impensable d'arriver et qu'on te demande « Ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et du coup, là, je pense qu'on est vraiment dans le future of work. Et c'est une vision qu'on doit avoir. C'est extraordinaire, en fait. Après, je pense que même quand on ne l'a pas dans la globalité de ce qu'on veut faire, on peut l'avoir dans plein de petits détails, dans la façon dont on veut faire les choses. Et en effet, là, on parle du style de management, c'est-à-dire que chacun ait la liberté d'atteindre un objectif qui est donné par l'entreprise, mais à sa manière, à lui, selon son analyse, à lui, à elle. Et que ça, en effet, ça donne du pouvoir et une sensation de confiance qui est hyper important. Donc ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure, que le top management doit être inclus en fait dans le fait de championner le bien-être, le sport, pour que en fait tout le monde y croit et sache que c'est vraiment un objectif et pas juste du RH washing, quoi. Ouais, c'est clair. On revient à la même chose, mais peu importe le sujet, il faut que ce soit incarné. C'est ça qui a de la valeur. Et eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la personne, elle n'arrive pas n'importe où dans la boîte, elle arrive dans un département donné, mais les premières semaines, on lui demande de regarder tout ce qui se passe et d'avoir avec son œil frais, son regard neuf et extérieur aussi un avis qui permet de mener une forme d'audit aussi sur tout ce qui se passe. Et naturellement, au bout de quelques jours, quelques semaines, de se diriger vers là où il y a le plus besoin
de force vive, d'énergie, d'engagement, et aussi ce que la personne a envie de faire, parce qu'elle a vu un petit peu tous les projets. Et donc typiquement, lui en RH, il va aller regarder à la fois le processus de recrutement, peut-être qu'il va aussi aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'on fait généralement sur le programme d'onboarding, peut-être qu'il va aller jeter un œil aussi à la stratégie diversité et inclusion, et en fait sur tous ces sujets-là, il va dire ok, qu'est-ce qu'il faut prioriser là maintenant, sur quoi est-ce que je dois travailler, et la personne a aussi la vision globale de ce sur quoi vont travailler tous les collègues. Et ça, je crois que ça a c'est hyper intéressant parce que de l'entreprise, ça demande beaucoup de lâcher prise, en fait, de la confiance. Et ça demande aussi ça permet aux collaborateurs, en fait, comme tu disais, je pense que ça participe au fait de se sentir plus soi-même au travail, si on a choisi soi-même ce qu'on voulait y faire, quoi. 100%. Dernier levier de motivation, c'était la mission, c'est se sentir utile, c'est travailler pour un projet qui est plus grand que soi, qui nous dépasse. Pareil, je propose un petit extrait de 2 minutes et puis on est parti pour en parler juste après. As a kid, actually, growing up in Romania, my parents chose to send me to a school because I did not have access to education where they seemed to live. So they sent me as a kid to a different city, which was quite far from where we used to live. And that meant a lot of effort for them, but also for me as a kid. And so that makes me realize now as an adult how difficult that was to have access to great education. And so when working for a company that's mission driven, I have this in the back of my mind as I work, on various opportunities, whether it's partnerships or just creating new relationships, that my action will eventually impact individuals like myself who did not have access to traditional education. So I think that's just the main driver in everything that I do. Our consumers who know that we have this social mission, that we use our company to advance social change in the world, those consumers are measurably more loyal, about 4 times more loyal than consumers who just think we sell them ice cream. Those consumers who know what we do are less likely to buy Haagen-Dazs when it's on sale 2 for $5 at Walmart, right? And so if that works for us, it can work for any company. And I think the other important thing that, whether you call it having a purpose or being values-led, it is an incredibly powerful motivator for employees. I don't think I would ever work for a company that doesn't have a clear purpose. You do what you got to do to put food on the table, obviously, and if you're in the position where that's what you need to do, then you do what you got to. But as far as what I would want to do and what would call to me, that's a big part of why I'm here at Ben & Jerry's. It's a big part of why I've stuck around. And if I were to ever leave here one day for whatever reason, I would definitely be looking for a place that had a similar sort of mentality where they're not just here for the bottom line or to make money for shareholders, but we're here to make the world better. But I've been part of the Ben & Jerry's Foundation, and I've been able to go and actually talk face-to-face with the people who are impacted by the decisions we make and the things we do as far as funding various organizations. And I keep that in the back of my head. So as we're fighting through issues on the production floor or we're struggling with waste or whatever we might be doing, in the back of my head, I can always remember it's part of something bigger and it's making an impact in the world. And that kind of colors things in a really positive way. Even if you don't agree with the particular position we may have on the criminal justice system, that's what's important about Ben & Jerry's. No matter where you sit in the company and who you are, there is a way for you to connect with the mission and values of the company. Alors, sur cet extrait, on était un petit peu partout, mais avec Ben & Jerry's pour parler de la mission, ce dernier sujet. Le point commun dans le documentaire, c'est qu'on a des entreprises qui ont une mission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas toujours la même. Chez Ben & Jerry's, on va avoir une mission qui est sur des engagements, sur des sujets de société. Parce que le produit en tant que tel ne contient pas la mission, vendre des glaces. En revanche, on a, un Open Classrooms qui prend la parole ou un Saint-Gobain, la mission, elle est directement dans le produit. Mais ces entreprises-là, elles ont quand même la même problématique, et de dire, OK, une fois qu'on a clairement identifié la mission, comment est-ce qu'on fait en sorte que celle-ci, elle s'incarne dans le quotidien de chacun? Comment est-ce qu'on fait en sorte que, quand je suis loin peut-être de tout ça, en fait, je suis sur des Excel, sur des PowerPoint, je suis loin de l'utilisateur, j'arrive quand même à m'en souvenir. Et ça, je crois que c'est le vrai sujet pour toutes ces boîtes-là. Alors, il y a plusieurs clés là-dessus. Effectivement, c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on a les mains dedans, en fait. Les personnes qui sont sur le terrain, elles ne débattent pas pendant des heures de la mission. C'est concret. C'est des questions qu'on se pose quand on est un petit peu éloigné. Et donc, ce qui fonctionne bien, c'est ce vie-ma-vie. Tu vois, ce fait d'aller en tant que RH ou en tant que fonction qui sont éloignés du produit du service.
se rapprocher des usagers, des clients, des utilisateurs, passer du temps avec eux, proche du produit, proche du service aussi, pour se rappeler de la mission quand on en est loin. Peut-être que dans les grandes entreprises aussi, parfois, c'est compliqué de s'identifier à la grande mission, tu vois, au truc global, aux résultats annuels, aux avancées de l'entreprise, parce que c'est des centaines de milliers de personnes. Et en fait, nous, on se dit, mais je suis qu'une fourmi dans tout ça. En fait, ça n'a pas forcément le même impact. Et par contre, c'est beaucoup plus simple de se raccrocher aux projets qui vont être là dans le mois, en fait, dans les 3 mois, ceux sur quoi je travaille avec mon équipe. Et en tout cas, du coup, de célébrer plus régulièrement les petites victoires sur tout ce qui va pouvoir avoir lieu là dans les semaines qui viennent. Et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur. Et on oublie parfois de le faire parce qu'on est toujours en train de penser à ce qui va se passer ensuite. Mais avoir des jalons un peu plus courts et des moments sur lesquels on peut célébrer régulièrement, ça a de la valeur. Et puis voilà, être OK avec le fait que on se reconnaît peut-être plus à une petite échelle qu'à l'ensemble de l'entreprise. Yes, je trouvais ça particulièrement intéressant l'exemple de Saint-Gobain parce que avec un produit et une activité industrielle, souvent on associe les enjeux de vision, etc., avec des entreprises très innovantes dans la tech, des startups, etc. Et là, de montrer que quel que soit en fait notre secteur d'activité et la taille d'une entreprise, on peut créer une vision collective, c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis après, je pense qu'il y a un travail de définition qu'il faut qu'on fasse aussi. C'est que généralement, quand on parle de quête de sens, en français, c'est un peu un mot fourre-tout, un concept fourre-tout, dans lequel on met 2 concepts qu'on comprend mieux quand on passe par l'anglais. C'est la quête de sens personnelle, qu'on pourrait traduire par meaning, et la quête de sens collective, impact. Meaning, c'est le fait de, à la fin de la journée, est-ce que je me sens à l'aise par rapport à ce que j'ai fait. Et là, ça peut être plein de choses. C'est le motivation qu'on a vu au début. Et puis impact, c'est le fait de se dire, ouais, j'ai envie que mes actions contribuent à quelque chose de collectif, qui soit positif, qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Et quelqu'un qui se dit en quête de sens, faut peut-être l'aider à mettre des mots aussi sur qu'est-ce que tu mets dans le sens, qu'est-ce que c'est pour toi. Est-ce que c'est juste être avec des collègues qui t'entendent bien? Est-ce que tu as envie de monter en compétences, d'apprendre? Est-ce qu'au contraire, tu as envie vraiment que tes actions aient un impact positif plus large qui te dépasse toi? Et, voilà. Et en mettant des mots là-dessus, ça permet aussi de pouvoir ensuite bien identifier les bons leviers et les actionner au bon moment pour tout le monde. Et ça a de la valeur. C'est un peu frustrant pour vous parce que vous avez vu que des petits extraits du documentaire. Vous avez accès à ce documentaire et aux autres aussi. Donc, on vous proposera, on va vous envoyer le lien de Why Do We Even Work pour que vous puissiez le regarder, le découvrir en intégralité. Il dure 45 minutes. C'est vraiment fait pour nourrir ces sujets de transformation. Et puis, Loïs, je ne sais pas si tu avais d'autres petits éléments de conclusion ou des questions encore à poser aussi. Oui, quelques petites questions pour toi, Samuel, notamment concernant, donc, depuis 2021, tu réalises documentaire sur le Future of Work. Quelle vision tu as de l'évolution du monde du travail depuis justement le début, quand tu as commencé? Il a évolué énormément parce que moi j'ai commencé à m'intéresser juste avant le Covid et puis là forcément il y a eu des bouleversements assez spectaculaires. Je pense que le Covid a été terrible à plein d'égards, mais d'un point de vue travail, a été plutôt positif pour plein de choses. Il y a des tendances exogènes qui font qu'on a testé de nouvelles organisations, mais surtout, je pense qu'on a collectivement utilisé ce temps-là pour se poser la question de ce que c'était que le travail pour nous, ce qu'on voulait que ça représente dans nos vies respectives. Et ça a beaucoup de valeur parce qu'avant, quand tu cherchais un job, tu te disais, OK, quelle est la boîte qui me demande des choses que je sais faire à peu près, qui n'est pas trop loin de chez moi et qui me paye un salaire dont j'ai besoin pour vivre. C'est tout. Mais tu ne posais pas la question, en fait, est-ce que j'ai envie d'être seul? Est-ce que j'ai envie de côtoyer du monde? Est-ce que j'ai envie de me sentir utile? Est-ce que je veux apprendre? Est-ce que j'ai besoin de voyager? Est-ce que je veux nourrir mon ego? Il y a plein de choses, en fait, des questions qu'on ne se posait pas nécessairement. Et on s'est posé ces questions-là, on a pris ce temps-là de la réflexion, ce qui fait que comme on connaît mieux ce dont on a envie, on est plus capable ensuite de cibler les bonnes opportunités pour nous. Et ça, je crois que ça a de la valeur. Donc le monde du travail, il a changé à cet égard-là. Et puis après, le fait qu'il y ait ces aspirations nouvelles fait que derrière, on teste de nouvelles organisations du travail, peut-être sur du temps plus court, tu vois, avec des journées plus courtes, des semaines de 4 jours, peut-être sur d'une flexibilité accrue avec du télétravail aussi. Toutes ces choses-là qui permettent de faire évoluer ensuite l'organisation et le management. Je pense que on est plus exigeant avec ce qu'on veut du travail et donc ça a été sûrement un électrochoc pour beaucoup d'entreprises, mais au final c'est une opportunité pour elles de justement aller plus loin dans ce qu'elles proposent et donc de fédérer beaucoup plus facilement parce que toutes ces attentes des collaborateurs, ça force à des réflexions hyper intéressantes philosophiquement en fait. Donc, ouais.
Clairement. Mais c'est philosophique. Hein. Tous les documentaires, vous pouvez regarder, on termine toujours, on a soit un anthropologue, soit des gens qui nous permettent de prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur aussi, et nous amener sur une réflexion philosophique, parce que c'est clair que le travail, ça reste un concept personnel, philosophique, qu'on peut étudier pendant des heures. Et une dernière question pour toi. Donc, tu fais des documentaires sur le future of work, et toi, tu as toujours été entrepreneur ou indépendant. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre de devenir salarié ? Le sport non, c'est une question que je me suis posée, tu vois, forcément, effectivement, est-ce que je pense que je serai jamais à nouveau salarié, parce que si je suis honnête avec moi-même, je m'éclate dans ce que je fais, tu vois. Mais quand je vois le quotidien de certains salariés autour de moi qui ont aussi une énorme flexibilité, qui ont plein d'avantages, voilà, je me dis que tu vois, c'est avant tout un environnement de travail dans lequel je suis ultra libre de gérer mon agenda. Je pense que ça, c'est essentiel, c'est ce que j'apprécie au quotidien, qui est stimulant, qui me fait apprendre. Moi, ce que j'aime, c'est de ne pas avoir de limite dans l'apprentissage. J'ai dit, on a fait des bandes dessinées, j'avais jamais fait de BD de ma vie, des documentaires, il y a 4 ans, je n'en avais jamais fait non plus. Et j'adore ce concept d'arriver sur un sujet où tu connais rien, tu as tout à apprendre. Je crois que c'est ça mon levier de motivation, moi. Donc, il faudrait que j'apprenne énormément, il faudrait que j'ai un bon environnement de travail. La mission, c'est cool, mais c'est du bonus pour moi. Tu vois, c'est pas pour ça que je me lèverai le matin. Et voilà, je crois que c'est ces deux choses-là principales qu'il me faudrait absolument pour pouvoir considérer l'idée. Mais en étant honnête, je m'éclate pour l'instant en tant qu'indépendant. Je me vois pas aller dans le salariat tout de suite. Top, on l'a bien compris. Et ouais, merci beaucoup Samuel pour tes réponses. Voilà, on a fini ce webinaire. Comme Samuel, tu le disais, on va vous envoyer un lien pour visionner le documentaire en entier si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, Urban Sports Club,